Avec 130 morts, plusieurs centaines de blessés il y a 10 ans, le 13 novembre 2015, des terroristes islamistes détruisaient des vies et des familles. Et on a eu un exemple à Elisabeth Assayag. C'est vrai que on ne sort pas intact, évidemment, de cette demi-heure que nous avons vécue avec Victor Rouart, parce que tout est là. Tout est encore présent. Vivant. On dirait que ça s'est passé hier quand on l'écoute parler. Il est encore dedans. Il évoquait cette rechute puisqu'il a été, il a eu des balles de Kalachnikov dans sa jambe. Et à chaque fois, il nous disait cette expression, ça nous rattrape. Chaque fois un petit peu plus. Et moi, je l'ai trouvé encore très, très affaibli psychologiquement. Il le dit d'ailleurs. Oui, il le dit. Il le dit et il ne cache pas cette vérité. Et il dit effectivement, alors la rechute et la replongée, sans doute dans des difficultés extrêmement importantes. Bon, je le disais, il est dans notre univers, il est dans l'édition. Aujourd'hui, il faut lui souhaiter évidemment le meilleur. Il a 39 ans et c'est ce qu'il dit aussi. C'est ce qu'il dit aussi. J'ai eu la chance, je veux me rattraper, dit-il, au fait que je suis vivant. Elliot Deval. Il était juste à côté de moi et ce qui était assez bouleversant, c'est que lorsqu'il nous racontait dans le détail ce qu'il avait vécu il y a 10 ans, il avait ce regard un peu dans le vide, comme si il revoyait la scène minute après minute et qu'on était au plus près de ce qu'il avait vécu, et ce qui est là aussi saisissant, et il vous l'a dit à demi-mot, c'est-à-dire qu'il est blessé dans la salle du Bataclan, il est dans la fosse et il va rester au sol de 21h30 jusqu'à minuit et demi. Il va rester plus de 2h30 à terre. Dans ce drame et dans cette horreur, il a vécu l'enfer et aussi il a été miraculé puisqu'il était touché à la jambe gauche. Je voulais vous faire écouter Sophie Dias, c'est la fille de Manuel Dias, qui était l'une des premières personnes tuées lors des attentats quand 3 kamikazes se sont fait exploser devant les portes du Stade de France où se jouait le match amical France-Allemagne. Écoutez la fille de Manuel Dias. Depuis ce 13 novembre, il y a un vide qui ne se comble pas. Une absence qui pèse chaque matin et chaque soir depuis 10 ans. Mais il y a aussi les souvenirs que rien ne pourra effacer. Mon père aimait la vie. Il croyait en la liberté, en la joie simple d'être ensemble, de partager des moments précieux avec les siens, et nous a inculqué les valeurs de la République. C'est cela que la haine a voulu détruire. Malgré la douleur, malgré l'absence et ce trou béant, nous restons debout. Cette terrible nuit du 13 novembre, il nous a été arraché. Lui qui était passionné de foot, qui se faisait un plaisir de venir une fois de plus, dans le cadre de sa profession, dans ce Stade de France en effervescence, pour y déposer des supporters. Ses appels frénétiques toute la nuit, dans l'espoir de le retrouver, restent gravés à jamais. C'était ce matin, Laurent Tessier, au Stade de France pour les commémorations, une cérémonie. C'est très émouvant, là aussi, ce que dit Sophie Dias, et je vous propose de l'écouter une deuxième fois quand elle dit cette chose « Je veux comprendre ». Et hélas, il y a si peu de choses à comprendre. On nous dit de tourner la page 10 ans après, mais l'absence est immense. Le choc est intact et l'incompréhension règne toujours. 10 ans après, j'aimerais savoir pourquoi, j'aimerais comprendre, j'aimerais que ces attentats cessent. Malheureusement, nous sommes impuissants. On ne peut accepter ces agissements à répétition, cette haine envers notre pays et notre peuple. Le devoir de mémoire est précieux. Puissons-nous sensibiliser les jeunes générations, leur transmettre les valeurs de notre République, leur rappeler tous ces innocents tombés, comme mon papa, parti bien trop tôt, sans raison aucune. Que le site du Stade de France ne soit pas oublié dans les livres d'histoire, que nos écoliers connaissent ce lieu où tout a commencé. Beaucoup de dignité, beaucoup d'émotions également. Sophie Dias, donc la fille de Manuel Dias, qui est l'une des premières personnes tuées lors des attentats quand 3 kamikazes se sont fait exploser devant les portes du Stade de France. Georges Fenech, cette jeune femme dit « Je veux comprendre, mais c'est comprendre ce que sont les hommes parfois, et c'est impossible, cette barbarie qui traverse les siècles. Le mal
également qui est présent dans certains cerveaux, au nom d'une religieuse, au nom parfois d'un idéal, et qui produit ces malheurs. C'est un grand mystère, ce mal, effectivement, vous avez raison. Vous étiez en train d'énumérer tout à l'heure, d'égrainer les noms des victimes, et vous êtes arrêté à un P, et bientôt vous allez évoquer un nom, celui de Caroline Prénat, parce que vous êtes arrivé au P, voyez-vous. Ça, pour moi, c'est un des souvenirs les plus douloureux que je garde, puisque le père était un de mes amis, Alain Prénat, à Lyon, dans ma circonscription. Et ayant appris qu'il y avait eu cet attentat, il m'appelle, téléphone, il me dit, écoute Georges, ma fille, je sais qu'elle devait aller au spectacle au Bataclan et j'arrive pas à la joindre. Est-ce que tu peux me renseigner? Le soir même. Ouais. Et donc j'ai appelé, j'avais la possibilité de le faire, le directeur de cabinet du préfet. Il m'a demandé quelques minutes et puis il m'a rappelé pour me dire qu'elle était parmi les victimes. Et après, il a fallu l'annoncer à mon ami. Ça, vous voyez, c'est des douleurs qui nous restent. Mais moi, ce qui me frappe, si vous voulez, depuis ce matin, c'est qu'on est tous très, très émus, tous frappés. Ces souvenirs de leurs 20 ans, vous voyez, c'est très présent. Vous-même, Elisabeth, nous tous, on a tous été impactés, mais très, très fortement. Parce qu'on pensait que ça n'allait jamais arriver sur notre sol. C'était inimaginable. C'était pas un attentat ordinaire. C'était une tuerie de masse, d'une horreur, d'une barbarie, comme vous avez dit, absolument inimaginable. Et il y aurait tellement, tellement à dire. Et ce qui m'avait frappé aussi, c'est lorsque, avec la commission d'enquête et les parlementaires, il y avait Pierre Lelouch, Meilleur Habib, nous étions partis dans différentes capitales pour voir les services de renseignement, comment ça se coordonnait. On est allé à Athènes. Vous étiez député à l'époque? J'étais président de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris, donc l'hypercacher, Charlie Hebdo, et le 13 novembre. On a travaillé 6 mois. Ce qui m'avait frappé, c'est lorsque nous sommes allés dans ces différentes capitales, y compris Tel Aviv et Washington, c'est l'onde de choc a été mondiale de cette affaire. C'était vraiment l'équivalent du 11 septembre, quoi. Les Américains nous ont présenté leurs condoléances. C'était vraiment, on sentait que... Et une grande interrogation, parce que c'était un échec terrible des services de renseignement. Les Grecs avaient des informations. Que les Belges avaient des informations qu'ils n'avaient pas transmises aux Grecs. Les Grecs étaient furieux, je pourrais vous en raconter, en disant, mais pourquoi les Belges ne nous ont pas informés? Et ensuite, les Belges n'ont pas informé les Français, notamment de Salah Abdeslam, qui était en train de... Bon, je pourrais parler beaucoup de ce genre de choses, mais en tout cas, il y a eu une prise de conscience au niveau européen, avec la fraternité Task Force qui s'est créée à La Haye, et on a vu les pays de l'Union européenne échanger davantage. On a vu se structurer le renseignement, voyez-vous. Une prise de conscience, mais aussi une sidération, parce que moi je me rappelle, j'étais à la rédaction d'Europe 1 et quand je passais des coups de fil à certains confrères étrangers ou eux qui m'appelaient pour essayer de savoir ce qui se passait, avoir un peu d'informations, je me rappelle de ces réactions, mais comment une prise d'otage peut-elle durer aussi longtemps? Comment avez-vous attendu 2h30 pour entrer dans le Bataclan? Comment se fait-il que personne n'était prêt à cela? Et je me rappelle de cette sidération, de ce questionnement qui revenait sans cesse. Ça a fait polémique d'ailleurs, le délai d'intervention. 2h30. Les familles ont demandé des comptes à Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Il est 17h13, nous allons être dans une seconde avec Cyril de la Morinerie, puisqu'il était journaliste européen, il était présent au Stade de France le 13 novembre 2015. Vous êtes à l'antenne d'Europe 1, à l'écoute d'Europe 1, soyez les bienvenus. Si vous nous écoutez pour... non pas la première fois, mais vous avez pris l'habitude ces derniers temps de venir sur l'antenne d'Europe 1, eh bien sachez que vous êtes de plus en plus nombreux puisque les sondages sont tombés ce matin et nous sommes à votre service, bien sûr, service de l'information et aujourd'hui de l'émotion. À tout de suite. Cyril de la Morinerie, journaliste Europe 1. Vous êtes depuis combien de temps, Cyril, à Europe 1? Depuis le 20 octobre 2004 exactement. Donc vous avez 21 ans. Et donc il y a 10 ans... On s'en souvient toujours. Quand on pénètre à Europe 1, on veut plus en sortir. Surtout que c'était rue François 1er dans nos anciens locaux. Et c'est un moment incroyable. Europe 1, c'est une immense station. C'est vrai. Et ça c'est ce que je fais, enfin je dis aussi à nos jeunes. Je pense qu'ils s'en rendent compte, mais c'est bien aussi, cette transmission d'une radio qui a tant fait. Je pense notamment à Coluche, vous voyez, quand on fait les Restos du Cœur et qu'on les annonce sur Europe 1, c'est pas rien. Ces grandes soirées d'information, ces grandes soirées de sport,
Et c'est vrai que vous avez vécu les soubresauts parfois d'Europe, toute l'histoire d'Europe. Et c'est pour ça qu'on est très heureux ce matin des bonnes audiences. Voilà, on savoure, aujourd'hui on savoure. Donc voilà, Elisabeth Assayag également, je pense à Donat Vidal-Revel. C'est vrai que nous sommes des petits jeunes d'Europe 1, donc nous avons vécu une période plus heureuse, disons, et une période en tout cas d'ascension. Vous avez contribué à cette période. Très heureux de vous avoir, Pascal. Comme on dit, c'est un travail collectif et c'est une équipe. Mais c'est vrai que nous connaissons, depuis que nous sommes là, une période d'ascension et évidemment, ça nous fait plaisir. Revenons à ce qui nous mobilise aujourd'hui, cette journée si particulière du 13 novembre 2015. Est-ce que vous vous souvenez précisément au moment où vous prenez conscience, Cyril, que c'est un attentat et que c'est extrêmement grave? Disons que lors de la première explosion, je suis à l'antenne avec Raymond Domenech, consultant à l'époque d'Europe 1 Football, et de François Claus, qui est le chef du service des sports. Et je commande ce match, et c'est moi qui ai la parole à ce moment-là, et je dis, il y en a marre de ces bombes agricoles. Donc je me rends compte de rien. Et puis, 4 minutes plus tard, il y a cette deuxième explosion, et là, on se regarde avec François, avec Raymond, et on se dit, c'est pas normal, c'est un bruit sourd, c'est répété, c'est très fort. Donc on se pose une question. On voit Patrice Evra qui s'est arrêté net de jouer. C'est très étrange. Arrive la mi-temps, donc et tout de suite on fonce, on allait dire, vers les d'autres journalistes. On essaye d'appeler, de voir un petit peu ce qui se passe. Et on nous annonce effectivement que il y a des attentats dans Paris et que il y a des terroristes qui se sont fait exploser. On apprendra un peu plus tard que malheureusement, on a entendu sa fille Manuelle Dias est décédée, un chauffeur de bus qui vient de Cormontreuil, donc dans ma région, qui est en plus supporter du Stade de Reims. Et effectivement, c'est à partir de ce moment-là que on bascule dans quelque chose d'invraisemblable, dans une terreur, dans une peur, et qu'il faut malgré tout essayer de rester un peu serein pour faire son métier d'information. Donc on a décidé de basculer assez rapidement en spécial, animé par Lionel Rousseau. On entendait tout à l'heure, effectivement, la voix de Lionel Rousseau. On va d'ailleurs pouvoir l'entendre dans quelques instants. Et on me demande de partir en reportage. Donc j'arrête de commenter, deuxième mi-temps. Et là, il se passe un moment où j'ai une décision à prendre qui est extrêmement importante. Je sors de la zone presse. Et il y a encore une petite brèche pour sortir et pour aller sur l'esplanade. Il faut quand même se rendre compte que la dernière explosion, 21h53, je suis pas loin de cet horaire-là, et que si je sors, j'aurais pu éventuellement me retrouver pas loin de ce fast-food et voilà. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse mon métier d'information, mais en même temps, je viens d'avoir mon deuxième. Là, je suis papa de 2 enfants. Et là, je l'avoue, j'ai pris cette décision de rester à l'intérieur du Stade de France. Je me dis, je serai plus en sécurité à l'intérieur. Si je sors, je sais pas ce qui peut se passer. Donc les grilles se referment devant moi et je me dis, bon, j'ai peut-être loupé quelque chose, mais je vais attendre. Donc là, je rencontre des personnes. Parce qu'on a peur, eu le droit de sortir du Stade de France. Après, c'est fermé. C'est ça qui a été un très bon réflexe. Elisabeth Assayag. C'est que le Stade de France a été très rapidement confiné. Et c'est ce qui a sauvé des milliers de spectateurs d'être confinés. Absolument. Parce que c'est un Stade de France très sécurisé, post-Ezel, le drame du Ezel, on s'en souvient il y a longtemps, et donc ils ont totalement barricadé, si je puis dire, le Stade de France, à la fois avec donc les stadiers qui étaient chargés à l'intérieur de contenir un éventuel mouvement de foule, à l'extérieur avec les forces de l'ordre, et avec une réaction des autorités exemplaires. Exemplaire là-dessus. Parce que le président François Hollande, quand il est en tribune, il ne bouge pas jusqu'à la 40e, je crois, minute ou la mi-temps, pour ne pas affoler. Et à partir du moment où le président part, il part avec d'autres personnes. TF1, donc qui retransmet le match, ne dit rien, mais voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est à la mi-temps que nous avons les informations. Mais il a été décidé, une fois que le président est monté au PC Sécurité, avec toutes les autorités, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, avec le préfet de police de Paris, de ne rien dire aux spectateurs. Et ça a été absolument salvateur, parce que sinon, ça aurait pu être un mouvement de panique, en sachant que les communications passaient extrêmement mal. Il faut revenir 10 ans en arrière, on n'avait pas la 5G, etc. Donc on pouvait pas trop s'appeler. Et ça a été d'ailleurs des moments difficiles après, parce que quand le match s'est terminé, que les joueurs de l'équipe de France qui n'étaient même pas au courant, parce que Didier Deschamps semble-t-il était au courant mais n'a rien dit, les joueurs ont été tenus dans l'ignorance pour continuer leur match.
Sinon, je pense qu'ils n'auraient pas voulu. En tout cas, la question se serait posée. Et après, quand ils arrivent dans le vestiaire, c'est là où ils apprennent. C'est ce que me raconte d'ailleurs Philippe Tournon. J'ai fait un reportage là-dessus sur Europe 1, attaché de presse de l'équipe de France historique, et qui me raconte à ce moment-là que les joueurs apprennent et qu'ils essaient de prendre des nouvelles et que c'est extrêmement compliqué. Je pense à Antoine Griezmann, dont la sœur était au Bataclan. Et je pense ensuite, malheureusement pour Lassana Diarra, c'est terrible, qui a perdu sa cousine. Et les spectateurs du Stade de France ont ensuite été placés au niveau de la pelouse, si je ne m'abuse. Alors, cette oui, image. ils sont descendus sur la pelouse. Alors moi, j'étais pas là à ce moment-là parce que j'étais pas loin de sortir du Stade de France. Mais effectivement, il y a eu un mouvement vers la pelouse. D'autres sont montés tout en haut, mais les messages ont été diffusés de rester à l'intérieur du Stade de France pour éviter des piétinements, pour éviter... Voilà. Donc les minutes ont été extrêmement longues. Ça a été très angoissant. On ne savait pas trop ce qui se passait. On savait qu'à Paris, il y avait des attentats. Et comme vous le rappeliez tout à l'heure, Monsieur Fenech, la France a été martyrisée début janvier 2015 avec déjà les attentats de Charlie Hebdo, de l'hypercachère. Donc on avait... Cette peur a augmenté. Georges Fenech. Il faut aussi évoquer un héros ce soir-là. L'agent Stadier, Salim, qui repère le terroriste qui n'a pas de billet. Et s'il ne l'avait pas repéré, et s'il ne s'était pas interposé pour l'empêcher d'entrer dans le stade, il y aurait eu des dizaines de morts, puisqu'il avait un gilet explosif, vous imaginez. Oui. Nous l'avons reçu, nous, à la commission d'enquête, on l'avait auditionné, cet homme, c'était une loque. Il fallait voir dans quel état il était, tellement il a été vraiment marqué par c'est un héros. Et c'était un héros, un héros de ce... Ben oui. Non, mais il veut dire que physiquement, il était KO debout. Oui, il marchait comme un automate, quoi. J'entends il était porté par son avocat. La formule pouvait nous choquer. Oui, excusez-moi, le terme était inapproprié. En fait, c'était un homme défait, quoi. Voilà, un homme défait, oui. Tout à fait. C'était un héros. C'était un héros. Bon, il est 17h25. Je crois que nous allons marquer de nouveau une pause et vous allez pouvoir rester néanmoins avec nous parce que le podcast au cœur de l'actu, c'est une série de podcasts autour des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015 et on pourra écouter Julien Pierce Julien Pierce. Qui était absolument admirable. Qui était venu témoigner. Voilà, qui était au Bataclan. En sortant du Bataclan. Il a témoigné. Il est directement à la rédaction. Il a fait son métier de journaliste. Et qui était journaliste à l'époque pour Europe 1. Et nous sommes toujours, bien sûr, avec Elisabeth Assayag, avec Georges Fenech, Elliott Deval, Gauthier Lebret, Olivier Guénec. Nous sommes également avec Cyril de la Morinerie, qui était présent au Stade de France il y a 10 ans. Et peut-être qu'à 17h32, il y a 10 ans, vous étiez en chemin pour le Stade de France. Oui. Nous sommes bien sûr avec Laurent Tessier, qui est à la rédaction en chef de cette émission, avec Fabrice Lafitte, qui était déjà sur Europe 1 il y a 10 ans et qui était présent dans les studios de la rue François 1er. Et c'est vous qui assuriez l'antenne à la réalisation. Oui, on nous avait rappelé urgemment pour revenir avec Wendy Bouchard, qui à l'époque présentait la matinale week-end, et on avait pris l'antenne assez tard, aux alentours de 11h30, minuit, jusqu'au lendemain matin, 11h30, et on avait enregistré l'interview de Julien Pierce, qu'on va écouter dans quelques instants. Julien Pierce, qui était présent au Bataclan, journaliste européen, qui était venu, parce qu'en fait, il n'avait pas de famille sur place, pas de copine, et il est venu à Europe 1. Il nous a dit, je sais pas où aller. J'ai eu le réflexe de revenir au travail. Et quand il est entré en studio, je lui ai fait la remarque, mais ton t-shirt, il y a du sang derrière. Je pensais qu'il était blessé. Et là, il nous a raconté que non, puisque en sortant, il a attrapé une jeune fille qui était blessée à la sortie du Bataclan. Il l'a mis sur son épaule. Il a ailé un taxi, il l'a déposé en taxi. Et à ce jour, puisque j'ai échangé avec lui il y a encore pas longtemps, il ne sait toujours pas si cette jeune fille a survécu ou pas. Alors Julien Pierce, c'est journaliste pour Europe 1, il est dans la fosse du Bataclan, il assiste évidemment au concert du groupe Eagles of the Smiths, et alors que des terroristes armés s'introduisent dans la salle de concert et ouvrent le feu, il se réfugie dans un local technique et il parvient à réussir et à s'enfuir, et à peine 5 heures plus tard, il est dans le studio d'Europe 1 pour témoigner. Je suis resté sur place parce que j'avais des amis qui étaient toujours à l'intérieur du Bataclan, ce que j'ignorais à ce moment-là. Mes amis qui étaient autour de moi, et qui j'écoutais le concert, ont totalement disparu en fait, en l'espace de quelques secondes. C'est-à-dire que les premiers coups de feu ont retenti, et là c'est comme si mes amis avaient disparu. En fait, le monde entier disparaît autour de vous. Ce ne sont plus que des individus et vous-même qui essayez de vous sauver.
Elisabeth Assayag, vous connaissez bien Julien Peirce, et c'est vrai que la vie a été difficile forcément pour lui. Après, et j'admire sa force d'être venu. Peut-être que c'est l'adrénaline qui l'a poussé à venir, rue François 1er, pour nous raconter, parce que je pense que dans ces moments-là, quand on est journaliste, c'est aussi une forme de protection, parce qu'on a le micro, on a cet écran qui nous permet d'affronter, de regarder la réalité avec une forme de distance, et donc de pas être pleinement dedans. Lui, il l'a vécu de l'intérieur, peut-être que ça l'a aidé à s'en sortir, et effectivement, après, au fur et à mesure des années, on suivait attentivement son évolution. Je sais qu'il a été beaucoup suivi, accompagné, avec son amour pour les animaux, pour les chats et les chiens. Et là, il est parti il y a quoi, 1 an ou 2 ans, je crois. Et il est dans une radio. Il est dans une Radio France. Voilà, du côté de Radio France, chez nos amis de Ici. Alors, c'est extrait d'un podcast, je l'ai dit, au cœur de l'actu. Je vous propose peut-être d'écouter à présent Olivier Fischer. Le 13 octobre 2015, il est à la terrasse du bar Le Carillon pour boire un verre avec des amis. Soudain, une voiture noire s'arrête. Un homme armé descend et ouvre le feu. 10 ans après, il se souvient précisément de tout ce qu'il a vu et entendu à ce moment-là. Alors évidemment, ce qu'on a vécu sur les terrasses, c'est extrêmement traumatisant. On assiste à des scènes de guerre avec des gens blessés, mais l'effet de terreur, en tout cas la présence des djihadistes, c'est déroulé de manière très très rapide. Le Carillon, c'est probablement moins d'une dizaine de minutes. Pareil pour les autres bars qui ont été visés. Juste une chose, Pascal, pour Olivier Fischer, il vient de publier une tribune absolument passionnante dans les colonnes du Figaro, où il dit les hommages c'est essentiel, mais il attend et il appelle à ce que les politiques puissent apporter une réponse extrêmement ferme face au terrorisme islamiste. Et vous aviez commencé par la déclaration de François Hollande qui promettait d'éradiquer le terrorisme islamiste en 2015. Malheureusement, 10 ans plus tard, force est de constater qu'il est loin d'être éradiqué en France, Gauthier. Ça, c'est le débat qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait ouvrir. Qu'est-ce qui a changé en une décennie? Alors, il y a Laurent Nunez qui nous dit que le risque d'avoir un commando organisé comme le soir du 13 novembre est aujourd'hui réduit. Il n'est pas nul. Mais quand vous avez aujourd'hui un fils de pêcheur qui peut se radicaliser seul chez lui du côté d'Oléron et passer du jour au lendemain à l'acte avec des bonbonnes de gaz, avec un couteau, avec une voiture qu'il utilise comme un bélier en criant Allah Akbar, les choses ont quand même changé. C'est-à-dire que l'islamisme est beaucoup plus diffus, me semble-t-il, aujourd'hui, comme une pieuvre dans la société française. Et il y a quand même, je suis désolé de le dire, un grand changement par rapport à il y a 10 ans, c'est qu'aujourd'hui, les islamistes, qui ne passent pas évidemment tous à l'acte, qui font du lavage de cerveau, mais qui ne tuent pas forcément, ont des alliés jusqu'à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un changement majeur. C'est-à-dire qu'ils sont même entrés dans le cœur de la démocratie française. Ils ont été invités, les héritiers du CCIF qui avaient mené une cabale contre Samuel Paty qui a mené à son assassinat, ont été invités à l'Assemblée nationale par un parti politique. Donc les choses ont quand même, me semble-t-il, empiré depuis 10 ans avec un islamisme qui est présent dans de nombreuses strates de la société. En tout cas, dans la stratégie dite du grignotage. Oui. Et vous avez parfaitement raison. Je termine avec un dernier extrait du podcast Au cœur de l'actu, qu'on peut écouter évidemment sur les antennes d'Europe 1. Un témoignage de Marc Vériotte. On peut être marqué psychologiquement, dit-il, le soir du 13 novembre. Il est membre du RAID. Il est appelé en urgence alors qu'une série d'attentats embrase la capitale. Il est dépêché dans un immeuble à côté de la terrasse de la Bonne Bière où l'on soupçonne la présence des terroristes. Et il met sa vie en jeu en fouillant chaque appartement. Ouvrir 11 portes comme ça, sans savoir si des terroristes étaient derrière, montre qu'on peut être parfois marqué psychologiquement par des balles qui sont même pas tirées. En fait, voilà, il n'y a pas que les balles tirées qui sont dangereuses pour soi, quoi. Parce que quand tu ouvres une porte et tu t'exposes devant, et que tu sais que ça va tirer si jamais ils sont là, eh bien, c'est pas banal, c'est pas un suicide, mais enfin, il y a quand même un lancer de dés qui est dur à supporter 11 fois.
Témoignage à retrouver sur europe1.fr, extrait donc de ce podcast Au cœur de l'actu, et puis vous pouvez les écouter également sur les applications, bien sûr, Europe 1. Mais ce témoignage, Georges Fenech, vous fait penser à l'homme X, le témoignage du commissaire X. Qui est ce commissaire X ? Le héros le plus extraordinaire de cette soirée, c'est le commissaire X. Le commissaire X est au volant de sa voiture, il est de service, il a son capitaine à ses côtés, le capitaine Y, qui lui conduit le véhicule, et ils entendent ce qui se passe au Stade de France, ils y vont, et puis ensuite ils entendent ce qui se passe au Bataclan, ils se déportent, ils vont vers le Bataclan. Et là ils arrivent, ils trouvent le spectacle, c'est-à-dire une force sentinelle, les militaires qui n'ont pas l'autorisation d'entrer dans le Bataclan, les militaires n'ont pas l'autorisation, alors qu'ils ont des FAMAS. Ils voient la BAC et les fonctionnaires de police complètement désemparés avec leurs petites armes qui ne peuvent pas rentrer pour lutter contre des Kalachnikov, et ils entendent, et le commissaire X entend les tirs, il comprend que c'est une tuerie. Et là, il nous dit quoi ? Il nous dit, parce que nous l'avons auditionné, moi je suis flic, j'ai une arme, j'entends, je sais ce qui se passe, je décide de rentrer. Il envoie un texto à sa femme, il va mourir, et il rentre. Et là, lumière aveuglante, pas un bruit, et la fosse pleine de corps et de cadavres, 90 cm, me dit-on. Pas un bruit. Et il voit sur la scène, à 25 mètres à peu près, Sami Amimour, qui est l'un des 3 assaillants, faire mettre à genoux un jeune devant lui avec sa Kalachnikov. Il va l'exécuter, quoi. À ce moment-là, le commissaire X et le capitaine Y, qui se connaissent très bien, sont des amis, sont des tireurs d'élite. Ils prennent leurs appuis-feu sur le pilier du bar, à 25 mètres. Le commissaire tire 4 fois, le capitaine 3 fois. Ils atteignent Sami Amimour dans l'aine. Il s'affaisse, il aura malheureusement le temps de se faire exploser. Mais on saura que le jeune a eu le temps de s'extirper, il sera sain et sauf. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il a enfreint le protocole car il n'avait pas le droit d'entrer. Normalement, il aurait dû attendre l'arrivée de la BRI, mais il s'est dit, moi, je peux pas attendre. Il a compris que c'était une tuerie. Et ce qui est très important à souligner, c'est qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas eu un seul mort supplémentaire au Bataclan. Les 2 autres assaillants, effet de sidération, se sont réfugiés à l'étage, ils ont pris des otages, et la BRI ensuite est intervenue. Donc ce commissaire X, qui est aujourd'hui chef du raid, c'est lui qui commande le raid, a sauvé sans doute des centaines de vies. Mais pourquoi vous l'appelez le commissaire X ? Il a un nom. Parce qu'il a voulu garder l'anonymat. Vous comprenez bien. Maintenant, on peut donner peut-être son nom, oui. C'est possible. Moi, j'ai toujours appelé le commissaire X parce qu'on l'a auditionné sous X. Il a toujours refusé de parler. Il a été décoré discrètement par la Légion d'honneur par François Hollande un soir. Mais c'est le héros qui s'est qui aurait dû mourir en réalité, quoi. Et il a survécu.